Bienvenue à toutes et à tous, et tout ce qu'il y a au milieu. Bienvenue dans ce podcast qui illustre les conversations profondes partant à l'autre bout de l'univers lors de soirées tardives. Une conversation entre deux passionnés de la curiosité qui cherchent à mettre des mots sur ce qu'ils cherchent à dire. Digression, développement oral ou écrit d'une question qui s'écarte du sujet. Oui, en gros, on parle d'un sujet, puis à la fin, si tout va bien, on ne sait plus de quoi il s'agissait. Bonjour, je suis Nina, journaliste chevronnée en devenir, beaucoup trop investie dans Drag Race. Je suis actuellement candidate pour 3 élections différentes, dont Miss France section petite taille. J'ai pour ultime but que le monde entier reconnaisse l'ascendance divine du Felis Catus, le chat. Bonjour, je suis Diego, communicant dans mon vilain arc depuis 2017. Ayant raté ma formation pour devenir pape, je me suis tourné vers l'humour. Jérémy Ferrari, épouse-moi. Mais prier Dieu m'a aidé à gagner autant que Nina, en bossant moins. J'ai pour ultime but que le monde entier écoute du métal et m'acclame en tant que chanteur suprême. Pas bien dormi? Une insomnie? Ouais, j'ai surtout beaucoup passé de temps sur mon téléphone, donc j'ai pas vraiment pu m'endormir tout de suite. T'as pratiqué le scrolling? Le scrolling, oui. Tu sais que c'est un nom, le fait de pas aller dormir et de rester sur son portable au lieu d'aller dormir, justement. Sérieux? Ça s'appelle le Revenge Bedtime Procrastination. Oh, Quel très, accent. très fancy. C'est dommage qu'on n'en ait pas parlé dans Insomnie, dis donc. Mais du coup, on va juste partir là-dessus pour ce nouveau podcast sur la gestion du temps moderne, Oui, oui. en espérant que vous ayez la rêve. Donc le Revenge Bedtime Procrastination nous vient de l'article de Welcome to the Jungle. Bon, j'ai perdu mon accent, c'est pas grave. Qui est un site pour aider à trouver des postes, du travail, etc. Et en fait, qui consiste au moment où vous n'allez pas aller vous coucher parce que vous allez être sur votre portable. Donc c'est pas vraiment une insomnie, mais en fait c'est un moment où vous allez vous sentir en contrôle sur votre journée. Vous allez étirer votre journée avant d'aller dormir. Et ça c'est dû parce que on va avoir des journées complètement remplies où on a peut-être un patron sur le dos, beaucoup de devoirs, beaucoup de responsabilités, qu'on n'a pas forcément le temps de faire ce qu'on a envie de faire dans des activités, dans des projets perso. Et on est peut-être anxieux aussi de tout ça. Donc revenir à la fin de journée et avoir ce contrôle de pouvoir scroller techniquement soi-même, même si on est complètement happé par TikTok, Instagram ou je ne sais quoi, en fait, on a l'impression de repousser notre anxiété au lendemain. Parce que la journée n'est toujours pas finie, en fait. Oui. Donc, c'est ce truc de... On peut revenir sur la peur de ne pas aller dormir, etc. Et de toujours être réveillé. Comme ça, on est sûr de se réveiller et d'avoir le contrôle, en fait, sur sa vie. Mais en fait, plus vous allez pas dormir, plus votre journée d'après va avoir des conséquences. Nous en parlons dans Insomnie. Ouais, mais c'est drôle, tu vois, de se dire que c'est. Alors, je pense, si j'ai bien compris, c'est une sorte de mécanisme psychologique un petit peu pour essayer qui de. est arrivé là avec nos sociétés Ouais, actuelles. avec l'utilisation des réseaux sociaux aussi. On en avait parlé des loisirs aussi un petit peu Je après. pense qu'il y avait peut-être ça avec l'idée du livre et Oui. le fait, ou peut-être même le fait d'étudier. Mhm. Donc on va dire qu'on se basait sur des choses plus intelligentes ou en tout cas plus utiles, et en même temps certains ont l'impression aussi d'apprendre, moi la première, d'apprendre via TikTok et Oui, après voilà. ça reste une source d'information, mais bon. Il faut apprendre aussi Oui. et être conscient qu'on n'a pas le contrôle quand on est en train de Ouais. scroller sur TikTok, qu'on est vraiment happé dans cet algorithme et qu'on a besoin de reprendre le contrôle de ses journées et de son cycle de travail. Oui, ouais, c'est vrai que, bon, en plus, moi le premier, hein, des fois, combien de fois happé par mon téléphone et on n'écoute plus un cours, on n'est plus aussi bien concentré. Vouloir rattraper ce temps-là sur la journée, sur quel, techniquement, en fait, un temps que. De toute façon, on n'aura pas parce que on aura beau travailler quand même d'arrache-pied pendant, je sais pas si vous travaillez de 9h jusqu'à minuit. Bon, ça fait 3 heures, mais 3 heures, ça sert pas. En 3 heures, vous n'arriverez pas à rattraper peut-être 5 heures que vous avez perdu dans la journée, voire plus. C'est juste que c'est trop bizarre, je trouve,
d'avoir cette idée que ok, bah, notre mécanisme, ça va être de contrôler notre loisir pour en fait pour pouvoir se dire bah il y a un sentiment d'achever en fait dans notre journée. Il y a un sentiment de satisfaction. De toute façon, on connaît maintenant ce phénomène d'avoir de la dopamine quand on a une vidéo qui nous plaît, quand on a l'impression de réussir un petit jeu, de recevoir un petit cadeau, de se dire « Ah, mais là, j'ai réussi ce test ». Il y a vraiment un sentiment de réussite de nous-mêmes qui est complètement personnel, qu'on partage peut-être pas avec notre équipe de travail, qu'on partage peut-être pas en cours, où on galère, où les responsabilités sont trop prenantes, où c'est trop compliqué, alors que là, on retombe en fait dans une sorte de facilité. En tout cas, moi, je le prenais plus comme ça, que c'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'allumer son portable et d'aller directement sur TikTok. Comme à un moment, c'était tellement facile de regarder la série sur le portable plutôt que d'ouvrir l'ordinateur et de regarder la série sur l'ordinateur. Même ça en devenait compliqué. Ouais. Et je reprenais le contrôle à me dire non, mais c'est moi qui choisis de regarder sur mon portable, alors que pas du tout. C'est pas du tout le cas. Mais donnons une définition de cycle de travail. Quelle est ta définition ? Donc pour moi, c'est plus la manière dont on va hiérarchiser sa journée. Donc c'est faire en fonction déjà de ses priorités, ses objectifs. Donc on a plusieurs possibilités. Pareil, je reviens là-dessus sur hiérarchiser sa journée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va donner une sorte de classe, une sorte de rang, du coup, bah, la priorité, à certains ou projets, on va appeler ça projet ou certaines tâches de la journée. On va avoir, ça peut être nos projets personnels, nos obligations sociales et aussi, voilà, simplement les interactions avec les personnes. Des fois, on peut dire dans notre emploi du temps, on se prend un moment pour aller voir des potes, etc. Ou tout comme on peut se prendre un moment, faut que j'aille faire ce test chez le médecin. C'est mon obligation de la journée. Voilà, c'est cette priorité-là que je ne dois pas rater, mais ma journée s'organise aussi autour d'autres tâches. Et de tâches obligatoires, oui. comme le fait de devoir aller au travail, parce Par que exemple, nous vivons évidemment. dans une société capitaliste et nous avons besoin de travailler pour vivre. Là où on parle de cycle, c'est que chaque semaine, en fait, c'est la même chose et ça se répète. Donc, je parle notamment, pareil, tu parlais d'aller au travail. Moi, je parle, par exemple, des semaines de cours, parce que c'est vrai qu'on va dire que le travail en entreprise, il peut être un peu plus irrégulier. Les tâches, elles vont, même si on va faire les mêmes tâches, on va être sur des sujets qui sont, on va dire, différents. Même si à la fac, on va être sur chaque semaine, les cours vont un petit peu évoluer, etc. On va garder cette idée que à telle heure, je sais que j'ai cours de telle avec telle personne. C'est quelque chose qui est figé. Et du coup, c'est là où on se dit qu'il peut y avoir une routine. Pareil de la manière des personnes aussi qui se lèvent tous les jours à la même heure. Qui ont tous les jours des petits rituels, et on en a tous chacun. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est voilà, cette idée qu'on va se conditionner tous les jours de la semaine à faire une même chose constamment. Et ensuite, on va répéter. Et ensuite, ça n'a pas de fin. Et ensuite, c'est un cycle. Donc ça, pour moi, c'est un cycle de travail. On voit le temps passer sans pouvoir justement le contrôler. Moi, j'ai une définition de Légisocial qui dit « Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique ». Donc c'est à peu près ce que tu disais sur le fait que le cycle, on va avoir des priorités, un emploi du temps assez régulier ou non, des moments de trous où on va avoir soit du social, soit des devoirs de santé, soit même du temps pour soi. Mais en tout cas, il y a une idée de ça se répète. Et en vrai, c'est plus dû au travail. Tu parlais de routine à la fac. Je pense que par exemple, quand on se dit qu'on va avoir ce cours-là avec tel professeur, etc., au bout de 2 cours, en fait, on se met dans une certaine condition à se dire je vais avoir ce professeur-là, je sais que c'est chiant, je sais que je vais pas aimer. Bon, là, je prends le négatif. Mais par exemple, je vais avoir ce cours-là, je sais que je vais arriver à l'heure, de bonne humeur, prête à travailler, motivée, et ça va se voir sur les notes. En fait, ça va se voir sur le résultat en général. Il y a des gens, ils réussissent partout très bien. Il y a des gens, ça se trouve, la matière dont ils ont le plus intéressé, c'est la matière où ils galèrent le plus. En tout cas, il y a des vraies conditions, même inconscientes, qui se font vis-à-vis de ces routines. Mais nous allons en parler. Parlons du temps moderne, parlons de notre gestion du temps moderne.
donc oui, bah, on vous parlait de routine. Il y a aussi une phrase qu'on entend beaucoup, c'est métro, boulot, dodo. Surtout Donc, pour les Parisiens. surtout pour les Parisiens. Ouais. Je pense que, bon, déjà parce que à la campagne, ils conduisent en tracteur. Et Chant de fou. C'est peut-être vrai. non, non, c'est une blague. Je dis bonjour à tous nos auditeurs campagnards qui nous écoutent, s'ils nous écoutent. Ils ont la Wi-Fi. Je pense que tu vois, ce que tu viens de dire, c'est pire. J'ai mépris Le mépris des mépris paysans. de géographie. Le mépris des paysans, tu me Non, fais C'est honte. mignon les vaches. Mais on parle pas des vaches, on parle des personnes qui les élèvent. Mince. Mais voilà, donc, métro, boulot, dodo, c'est vraiment cette idée de... Bah là, ça correspond parfaitement à l'idée du cycle, à l'idée de la routine, à l'idée de quelque chose qui est figé, En qui plus, se on a répète et vraiment qui est le abrutissant. O Ouais. en cercle qui revient. Je fais de l'analyse linguistique. Oui, tu analyses. Complètement. Et même, si on pousse plus loin l'analyse, on remarque l'analyse, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 O. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Eh bien, Que la routine absolument rien. Que la routine est bien ancrée, voyons. Non, que la routine, c'est sur 5 jours. Oui. Oui, Bah voilà. et la signification du chiffre 5, non, voilà, là évidemment qu'on extrapole, mais c'est cette idée que je pense qu'on peut rajouter aussi, on n'en a pas vraiment parlé, mais on peut rajouter cette idée que c'est abrutissant. Une routine, c'est quelque chose qui est vu très négativement. Des fois, pareil, je pense en termes d'amour. Aujourd'hui, oui. Parce que, et peut-être parce qu'on est jeune aussi, enfin qu'on est encore dans les études, etc., et qu'on bouge beaucoup. On va parler d'une routine quand t'as 20 heures de cours à la fac. Enfin, il y a ce truc de plus tard, tu te stabilises, et c'est bien de se stabiliser et d'avoir une famille, d'avoir chacun un travail, de faire du lundi au vendredi, tu te lèves, tu manges, tu rentres, tu t'occupes des enfants. Enfin, il y a vraiment une idée genre de se stabiliser avec quelqu'un et la routine, c'est censé créer ça. Moi, aujourd'hui, je le vois comme un truc très négatif. Si je veux devenir journaliste, c'est avant tout aussi pour briser cette routine. Parce que l'actualité bouge tout le temps. Oui. Parce que le journaliste, pour moi, bouge tout le temps et c'est un métier qui, moi, me convient parce que j'ai envie de bouger et de pas être dans cette routine. Il y a des gens, ils ont besoin de ce confort. C'est leur confort personnel et ça leur va très bien. Libre à eux. Oui. Peut-être un truc que j'avais vu qui était très intéressant et en même temps j'étais pas d'accord avec ça. Il faudrait que je retrouve le nom de l'étude, je suis désolée. C'est juste que j'ai vu ça il y a pas longtemps. En gros, on disait on a l'impression que les journées passent très vite. Oui. Et en fait, ce serait à cause de la routine. La routine D'accord. qui ferait qu'on n'a plus de choses nouvelles, qu'on n'est plus en découverte et que du coup notre cerveau ne prend pas le temps d'être conscient de ce qui se passe. Donc du coup, on serait plus conscient du temps qui passe, donc on verrait même pas le temps filer parce que on serait pas conscient de ça. Alors que quand on découvre de nouvelles choses, quand on va prendre un nouveau chemin pour aller au boulot, etc., on va être plus en éveil et donc conscient, donc le temps va d'une certaine manière ralentir. Et en même temps, je suis pas d'accord avec ça, me concernant, parce que j'ai l'impression de découvrir énormément de choses tous les jours, que mes journées pardon, ne se ressemblent pas. Et que du coup, et ma vie passe quand même toujours très vite, mais justement parce que je pense qu'il y a beaucoup d'informations. Et je pense que c'est ça la nuance. C'est que si tu as trop d'informations, oui, peut-être ça va passer vite, parce que tu vas te dire, purée, mais j'ai eu beaucoup d'informations dans un si peu de temps. Alors que si tu avais une information chaque semaine, je pense que la journée, elle serait plus longue, on prendrait plus le temps. Et oui, c'est sûr par contre que si on a toujours la même information, mais j'en ai pas fait l'expérience en fait. Donc si on a toujours la même information tous les jours, ou les mêmes informations tous les jours, et en plus aujourd'hui on en a beaucoup, et même si on généralise, à se dire ah bah il y a toujours des problèmes dans notre société, il y a toujours des choses qui se passent mal, il y a toujours des guerres dans le monde, etc. Et qu'on est toujours dans ce truc d'information constant, bah ouais, le temps il va passer à une vitesse, mais sans en fait, parce qu'on va s'éteindre. Ouais. On va s'éteindre dans notre routine. Et là, je pense que ça peut être négatif. Oui, je suis plutôt d'accord. Maintenant, il y a un autre facteur qui rentre en jeu, c'est la perception du temps. C'est comment est-ce que tu vas justement réussir à... Enfin, comment est-ce que le temps apparaît face à toi, comment est-ce que tu visualises et comment est-ce que le temps apparaît face à toi. Là, tu dis par exemple, un exemple qu'on a beaucoup, c'est les vacances. On dit toujours, les vacances, ça passe trop vite.
Tu vois, cette idée que finalement, mais dans la perception du temps, c'est C'est ça. vrai, mais c'est juste, nous, on a 6 mois de vacances, du coup. Oui, ah non, 6 Non, on mois a cumulés. vraiment... 6 mois Non, cumulés. on a 5 mois cumulés et 6 mois en tout. Ah bon? En comptant les 2 semaines de vacances scolaires, plus les 4 semaines. Donc on a vraiment 6 mois et 2 semaines de vacances. Oui, on mène une très belle vie. Une belle vie de branleur. Voilà, ce mot sera censuré. Non, mais je trouve en vrai que pour beaucoup, on fait énormément de choses à côté. Oui. Et, Oui, je suis plutôt d'accord. en tout cas, qu'on essaye. J'ai vu plein de gens voyager pendant ce temps-là, de prendre le temps, de même travailler à côté, etc. Et je parle pour notre licence, en tout cas. Oui. Je ne connais pas comment ça se passe. Oui. Mais quand je dis... Allez, je dis 6 mois de vacances sans compter les 2 autres semaines parce qu'il y a les partiels à réviser, etc. Mais on a vraiment 6 mois de vacances où on n'a rien à réviser, on n'a rien à faire. Oui. C'est les grandes vacances. Les grandes vacances. Oui, bah, mais voilà, mais bon, pour revenir sur. On va revenir quand même sur la perception du temps parce qu'à la base, c'était ça. Non, mais voilà, de comment tu perçois le temps et comment est-ce que aussi tu vas. On en parlait dans Insomnie aussi, de comment est-ce que tu vas visualiser ta perte de temps, de quelle importance tu vas mettre sur telle tâche, etc. Bah, c'est quelque chose aussi qui vient avec. Et cette perception du temps et de comment est-ce que ton temps compte, elle est aussi importante, je pense, dans la gratification du travail. Qu'il y a cette idée que justement tu prends du temps, mais tu te prends du temps pour faire quelque chose qui va aboutir. Oui, et pas être dans cette idée du travail comme une torture, comme on le connaît Oui. de la définition latine. Définition latine très très longue en fait, je me rends compte. Mais en gros, on a fait une recherche sur les idées reçues sur le travail par Franck Lebas. Donc le mot travail proviendrait du latin tripalium, si vous en avez déjà entendu parler, qui serait un instrument de torture à 3 pieds et qui donnerait le travail comme idée de souffrance. Mais ce n'est pas que souffrance. C'est une idée reçue très fragile. Non seulement une étymologie ne scelle pas le destin des significations d'un mot, mais en outre, cette hypothèse est apparue seulement au XXe siècle et est probablement fantaisiste. Preuve que c'est bien une idée de nos sociétés contemporaines, de nos sociétés du temps moderne. Oui, donc je rappelle l'idée reçue sur le travail donc par Franck Lebas et c'est disponible sur Cairn notamment. Donc oui, bah là pour le coup voilà cette idée de la souffrance au travail. Oui, mais je pense que c'est aussi beaucoup je pense que comme il le disait que c'est apparu on va dire très tard dans l'histoire parce que justement il y a cette idée d'abrutir. Je pense que Tu donc penses d'abrutir au travail? moi je pense, parce que regarde, le XXe siècle, c'est notamment le moment où le capitalisme se développe, où on a l'idée des industries. Là, t'es à la moitié du XXe siècle déjà, Oui. au moment du capitalisme. Alors ça se développait déjà avant, Oui. mais la surconsommation, etc., c'est après la guerre, donc c'est dans les années 50 à peu près. Enfin, oui, mais même au moment de début des années après la 50. Première Guerre mondiale, il y a eu une et grande... pas tant que ça, hein. Alors, Il y a eu pas en beaucoup Europe, pas en Europe. communistes, Non, mais, oui. à ce moment-là. Les États-Unis sont en crise, donc on remet énormément en cause. Dans la fin des années 30 seulement. Dans la fin début des années 30. en 29. Là, Oui, non, pardon. dans les années 30. Oui, dans les années 30. Donc on passe, en vrai, 14-18, on passe 10 ans à se reconstruire. Bon, pas les États-Unis, mais en tout cas en Europe, on passe beaucoup d'années à se reconstruire. Montée du fascisme, montée de gouvernement communiste. On cherche vraiment d'autres options dans la première partie du XXe siècle. Mais du coup, il y a vraiment une idée, par contre, des usines et de comment voir le travail et aussi, en fait, surtout de se donner au travail. Oui. Et là où le patron va être en mode se dire qu'il faut se donner au travail, bah il y a une vraie division entre l'ouvrier qui va se dire moi je veux bien me donner au travail, mais dans quelles conditions je me donne au travail. Et en France, on a les congés payés qui arrivent en 36, donc on a des avancées qui vont se faire pour l'ouvrier, pour le travailleur, parce que le travail est pénible, mais parce que oui, le travail, on va prendre beaucoup comme exemple les travaux d'ouvriers. C'est des travaux physiques très compliqués, mais même mentalement, je pense que les travaux plus mentaux, ça reste une certaine souffrance qu'on essaye de remettre en cause et qui s'accentue avec ça, mais parce que, pour moi en tout cas, il y a une vraie division entre le patron qui veut
qu'on travaille et se donner à la tâche sans forcément être payé, sans Oui. forcément dans de bonnes conditions, et l'ouvrier qui dit je veux bien travailler, mais je veux des conditions qui me correspondent et qui me respectent. La Oui. notion de respect au travail, c'est vraiment important. Oui, c'est pour ça que poser des questions à vos employeurs sur les horaires, le salaire, les vacances. Moi, je vous Ouais, n'hésitez pas. Hein. Moi, je vais vous conseiller une page Instagram qui s'appelle Inès et le droit. Donc voilà, c'est justement pareil, des petites mises en situation. Alors, il y en a peut-être certains qui connaissent Mazdak ici. C'est un mème sur Internet. Mais c'est pareil, il donne aussi des conseils sur pareil, les relations au travail, le droit. Donc, je vous invite à aller consulter on peut les considérer comme influenceurs, mais Oui. voilà, c'est très sourcé, c'est bien expliqué. Donc pour vous, ça vous permet aussi justement, ils vous donnent les outils pour creuser. Donc creuser à ce niveau-là, parce que le droit, c'est très très compliqué. Et justement, surtout pour quelque chose qui est le travail, qui va vous accompagner toute votre vie, et où justement on peut voir que même si c'est comparé à la torture, c'est pour vous dire que bon, y a quand même cette idée que le travail aujourd'hui, il est vu vraiment comme quelque chose de très pénible, etc. Mais ça n'a pas à l'être. Et faut pas non plus que vous soyez victime de votre travail. Il faut que vous puissiez en être fier pour déjà être productif pour vous, parce que c'est bien de se sentir épanoui au travail, de sentir qu'on fait la différence. Je pense que moi j'y crois beaucoup un peu à cette idée que vraiment on peut, même si il y a des travaux pénibles, on est d'accord que pour certains types de travaux, ça va être difficile. Enfin, de travail, ça va être très compliqué. Mais voilà, pour d'autres, vous pouvez prendre du plaisir dans votre travail et vous éclater dedans. Donc, il faut aussi que ce soit... faut pas que vous soyez emprisonné par la hiérarchie et que vous laisse et que voilà vous soyez accablé de pression, parce que le patron il a des droits et des devoirs, mais l'employé aussi, et ça veut pas forcément dire qu'il est supérieur à vous. Ça veut dire aussi que c'est cette idée du contrat, que il y a justement voilà, il a besoin de vous, vous disponibilisez cette aide dont il a besoin, c'est un échange. Et que vous êtes, entre guillemets, d'accord avec les idées qu'il donne. Parce que, ok, c'est son idée, ok, ça peut être son entreprise, ou il a monté les échelons, maintenant il est représentant et responsable de cette entreprise, mais en fait, c'est votre supérieur hiérarchique, mais c'est dans la hiérarchie, parce que c'est peut-être lui qui va prendre les décisions, c'est en rien votre supérieur, comment dire ça, Social, on va ouais, dire. social. C'est-à-dire que faudrait leur enlever un peu de pouvoir d'une certaine manière, enfin le pouvoir qu'ils pensent avoir. Il n'est pas censé vous mettre une pression à vous rendre malade, à créer des burn-out, et à vous manipuler pour faire en sorte qu'ils ne respectent pas le droit du travail, en fait. Oui, et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux clauses abusives, Mm. où il y en a plein dans les contrats, donc lisez-les bien, parce que voilà, cette idée du contrat, elle est très forte dans nos sociétés. On parle de contrat social, on parle du contrat dans le travail, et c'est ce qui structure énormément. Mm. Ouais, je vous invite, je vous mettrai un ouvrage qui parle justement de l'anthropologie du droit, et où justement il y a cette notion de contrat qui est développée. Donc maintenant, on va vous parler un peu de l'organisation à l'école. On parlait de l'idée de l'agenda, du Oui. coup, on avait discuté sur ça et on voulait vous la partager, sur le fait que toi, tu utilises encore un Moi, j'en un suis agenda. encore un agenda. Oui, Et beaucoup, en vrai, utilisent un agenda. Moi, j'arrive plus avec l'agenda papier. Mhm. T'es passé sur le numérique. Ouais. Ouais. Et c'est même pas technique. J'ai un agenda un peu régulier et j'ai encore autre chose pour des trucs sur les devoirs. C'est pas vraiment un agenda, en fait. C'est plus une espèce de to-do list avec les deadlines. Mhm. Et ouais, l'agenda papier, j'avais essayé la première année. Et en fait, je l'ai pratiquement jamais utilisé parce que je rajoute trop de trucs, il y a trop de trucs qui se modifient. Et moi, ça me convenait pas, en tout cas. Et alors, c'est bien pour chacun de trouver sa voie. Toi, ça te convient, moi, ça me convient plus. Mais on nous a pas appris. En fait, on nous a toujours mis dans une case à suivre, dans une ligne droite à suivre. On nous a pas
offert la possibilité de voir d'autres organisations. Ouais, moi c'est vrai que c'était beaucoup aussi pour l'agenda, c'est de prévoir d'une semaine sur l'autre, etc. Qu'aujourd'hui on a plus en fait, bon, je parle par exemple, l'idée d'un exposé. Un exposé, il y en a qui sont à faire d'une semaine pour l'autre. Ok. Il y en a qui sont à prévoir pour dans longtemps, ou peut-être dans un mois après. L'avoir sur un support numérique, vous allez le voir. Vous allez dire, ok, bah, je vais avoir une visibilité, même si c'est dans longtemps. Je le vois parce que ou vous le notez quelque part et vous savez que c'est pour tel jour, mais vous le voyez. Qu'un agenda, qui a une notification, qu'un agenda classique, on va dire papier, bah, vous allez pas le voir parce que vous l'avez écrit des pages plus loin, mais vous n'allez pas revenir à chaque fois à cette page-là. Mais du coup, comment tu sais, toi ? Conscience. Enfin, au niveau de la mémoire, j'ai pareil, c'est d'activer des discussions WhatsApp, de me dire ah bah là, ok, à un instant T, de me dire ok, faut pas que j'oublie ça, j'envoie tout de suite un message. Là, pareil, je viens de me rappeler que je devais envoyer un message en me disant voilà. Petite pause. Non, je ferai ça après. Mais du coup, voilà, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je me donne certains, on va dire, points dans ma journée où en fait, je sais que je dois faire ça. Par exemple, quand j'enlève mes chaussures, je me suis créé un blocage pour me rappeler de quelque chose que je dois faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'enlève mes chaussures, je dis ah, est-ce que j'ai fait ça ? Oui. Ok. À chaque fois que je vais vers mes chaussures, j'ai un blocage. Je me suis conditionné mentalement pour pouvoir penser à cette chose en particulier. Tu t'es mis un point de sauvegarde. C'est ça. C'est fait. C'est pour respawn au cas où. Voilà. Donc, c'est génial. Ouais. Non, mais c'est de la condition, c'est un conditionnement cognitif. Ouais, en fait, c'est bien dans cette organisation d'avoir des points, je pense, où tu te dis, ok, là, par exemple, je rentre chez moi, c'est le moment où je vais me poser. Ouais. Première chose que je fais ça. Ouais. Ou je pose mon manteau, je pose mon sac, première chose à laquelle je pense. Il y a une idée de... Bah, en fait, dans la routine, les choses bien dans la routine, c'est de se mettre... des éléments de notre zone de confort, quoi, parce que c'est quand même agréable pour ça, c'est-à-dire je sais pas, ok, je rentre, c'est l'heure du goûter. À un moment, pour moi c'était ça quand j'étais en primaire, même au collège, et en fait avec tout ce qui s'accumule avec l'école, le travail, et bah purée, au lycée je me suis dit mais non, mais il est 18h, j'ai mon goûter. C'était très important, en vrai c'était le moment très important pour moi de la journée, ça voulait dire le cours était fini, je rentrais, j'étais avec mon papa, avec mon frère, enfin, on était bien ensemble, ça avait une vraie importance. Mon père qui m'apportait le goûter, oui, c'est con tout ce que je raconte, mais non, mais c'est ça. Mais ça avait une vraie importance et un vrai point de pause en tout cas dans la journée. Alors que là, bah y a beaucoup c'est non-stop en fait, et c'est complètement irrégulier. C'est-à-dire qu'il va être 18h, goûter, pas goûter, ah mais à quelle heure je vais manger, mais en fait je vais manger à 22h. Et c'est dommage. Nous, ça nous dérègle en vrai en tant qu'étudiants. C'est sûr à 100%. Oui, et même la routine, c'est bien pour ça. Et même il y a cette idée aussi de workaholic où c'est parce que là on parle de tout ce qu'on nous inflige, de ce qu'on nous inflige, de ce blocage en fait qu'on se dit ok, on va penser à telle chose dès qu'on arrive, on va faire tel truc, etc. Et en fait ça c'est clairement l'exemple d'une saturation en fait au niveau de travail, et juste de pas s'arrêter, c'est-à-dire que on a des rythmes, les rythmes du 3x8 du coup, où c'est en fait en fonction des shifts. Je te laisse expliquer parce que toi, je pense que tu t'y connais mieux. Les 3x8, qu'est-ce que c'est ? Déjà, pour résumer, je pense que nous, on est 2 workaholics. On a beaucoup de projets à côté, on s'en rajoute. On est les personnes dites avec les emplois du temps de ministre. Donc, expression pour dire que nous avons absolument pas le temps. Non. Le 30 février, on aura du temps pour répondre. Mais du coup, ce que c'est les différents rythmes de travail et l'idée d'être workaholic, c'est que, par exemple, les 3x8, c'est 3 moments dans la journée où la plupart des gens travaillent. Donc ça va être de minuit à 8h, de 8h à 16h et de 16h à minuit. Et normalement, pour être bien dans un travail, on fait un cycle de travail. On fait une fois 8. Je sais que surtout les premières années d'études supérieures, maintenant je suis fatiguée, j'avais besoin même de faire 2 fois 8.
Donc j'avais les 8 heures de cours et de révision, entre guillemets, dans la journée. Et j'avais moins de 8 heures, mais en gros, j'avais 8 heures de service en restauration après. Et je tenais très bien comme ça parce que c'était deux choses complètement différentes. Il y avait quelque chose où c'était plus de mon organisation pure et dure et où justement je gardais le contrôle sur ce que je faisais. Ok. C'était moi, mes capacités, je parle en restauration, où c'était... où j'étais forte en fait, et où je me sentais forte et où ça me revalorisait justement. Et les cours où j'avais du mal à m'adapter, même en ayant été une bonne élève au lycée avant, etc., arriver à la fac, c'était compliqué. Ma méthode de travail ne convenait pas, l'apprentissage des cours ne convenait pas, et il s'est passé trop de choses en fait. Arrivé en études supérieures aussi, personnellement parlant, il se passe beaucoup de choses et j'avais l'impression de ne pas avoir le temps pour gérer et la fac et le travail et toutes les choses personnelles qui m'arrivaient. Et faire des choix prioritisés, c'était compliqué. Et on dit qu'on a toujours le temps pour quelque chose, pour quelqu'un, etc. En soi, oui, mais encore une fois, ça dépend des priorités. Et de, par exemple, où est-ce qu'on va placer où est-ce qu'on va placer notre vie sociale. Oui, c'est ça. Où est-ce qu'on va placer nos amis, notre famille, notre compagnon. C'est toujours compliqué. En plus, cette société, elle n'est pas forcément faite déjà pour la vie sociale, mais encore, elle a déjà prioritisé pour nous. C'est Oui, en fait, le compagnon, la famille et les amis, quoi. Oui, et aussi, nous, on a un statut un peu particulier qui est celui d'étudiant. Que généralement, enfin toi tu travailles, du coup, tu fais combien? Tu fais 10 heures? Tu fais combien de... Je fais environ 18 heures à 20 heures par semaine. Voilà. Donc, Sois pas aussi dépité pour moi. Hein. Non, mais je suis fatiguée, mais ça va. Non, mais c'est exactement ça, c'est cette idée que déjà que des gens qui ont un 35 heures, ok, juste un 35 heures, des fois ont à peine le temps pour leur famille, qui sont constamment fatigués, etc. Imaginez des étudiants qui vont avoir ça, plus les projets, plus les amis, parce qu'ils veulent quand même aussi s'amuser, c'est normal, plus leur compagne ou compagnon. Ça, en fait, il n'y a plus cette idée-là de... En fait, notre société n'est pas faite pour les amis. Non. C'est vraiment quelque chose qui... c'est vu vraiment comme un loisir où c'est les week-ends. Mais les week-ends, des fois, encore, en fait, t'as besoin de te reposer. C'est ça. C'est que les week-ends, en fait, t'es complètement cassé. T'as d'autres obligations familiales. Je parle parce que pareil, tu as familial, parce que c'est facile de mettre social partout. Maintenant, c'est beaucoup plus complexe que ça. Social, t'as social familial, social amoureux, social amical. T'as plein... Social de différents amis en plus. Voilà, parce c'est que ça. T'as envie de voir Différents groupes d'amis, etc. Des fois, on est obligé de faire des choix. Et c'est terrible. Et des fois, en fait, on veut faire un choix différent et on peut pas. Parce que justement, il y a cette pression dont on avait parlé tout à l'heure, de se dire on veut bien faire les choses, on essaie de caser du temps pour tout. Et on a nos emplois du temps de ministre, on s'imagine qu'on peut tout gérer. Sauf qu'à un moment donné, on peut plus tout gérer. Quand ça impacte ceux qu'on aime et ceux qui sont à côté, et qu'on va plus prendre le temps pour eux, qu'on va s'éloigner d'eux. Et pareil, dans cette idée de cycle de travail, c'est ce que Marx disait aussi par rapport au travail, c'est que c'est très aliénant. C'est que, en fait, on se dit que on travaille. En fait, notre vie se résume à notre travail, ce qui n'est pas le cas. Ouais, j'avais vu des études. Ah, mais on perd la boule parce que finalement, en fait, on est tellement divisé dans ce qu'on doit faire, voilà, que on sait passe plus. 40 ans de notre vie genre à travailler. Enfin, ça n'avait. C'est ça, c'est qu'on passe notre temps à travailler sans pouvoir apprécier en fait les personnes qui sont à côté. Et parce qu'on se dit qu'on va devoir gagner notre vie pour justement faire en sorte qu'il soit heureux parce que l'argent. Oui. Mais en fait, on passe à côté et on va pas les soutenir par notre présence. On va les soutenir peut-être par de l'argent, ce qui peut être très bien d'une certaine manière. Je suis assez partisane en vrai que aujourd'hui, dans cette société-là, l'argent fait d'une certaine manière le bonheur. Oui. En tout cas, aide au bonheur. J'ai tout à l'heure d'avoir un rythme, on se calme. De stabiliser. De se stabiliser. C'est ça en fait, c'est de se dire que arrivé à 60 ans, t'as pas envie d'aller faire un voyage
je sais Ça pas où, dépend, hein. t'as envie de te poser devant les 12 coups de midi et de regarder Jean-Luc et voilà. Ça dépend. Non, mais chacun. En fait, la finalité dans tout ça, c'est juste de pas se priver. C'est-à-dire, pour garder de l'argent pour ses petits-enfants ou quoi. C'est peut-être de profiter. Justement, à ce moment-là, d'avoir le contrôle sur sa vie. Mm. De toutes les fois où on n'avait pas le contrôle, où on avait l'impression que ça passait trop vite, on était dans une routine, où on était abruti par ça. Bah justement, d'avoir le contrôle dans cette vie-là, de se dire, mais là j'ai le temps, là je peux prendre le temps de choisir cette routine qui me plaît, ces activités qui me plaisent, et de profiter comme j'en ai envie. Et je pense que c'est ça la vraie sagesse de la retraite après qu'il faut atteindre. J'espère qu'on aura une retraite. Si on n'est pas dans une 3e guerre mondiale, peut-être. Nickel. Mais Diego, quel film nous as-tu concocté aujourd'hui pour parler des temps modernes et de la gestion du temps moderne ? Alors, concocté, je sais pas moi qui l'ai fait le film, mais je vais vous parler d'un film que vous connaissez sans doute de nom. Je ne l'ai pas vu. Évidemment. Bah, alors ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une disgrâce, au désespoir. Le film dont je vais vous parler, c'est Fight Club. Donc Fight Club qui a été réalisé par David Fincher et qui a été réalisé en 1980 et qui est sorti en 1999 qui est adapté d'un roman qui lui est sorti en 1996 et qui a été justement écrit par Chuck Palahniuk. Donc ce film, vous connaissez donc vous connaissez Brad Pitt, donc c'est un des acteurs principaux. Ouais, la groupie, on se calme, d'accord. Donc Brad Pitt, Edward Norton et Helena Bonham Carter. Donc, c'est mon moment, ok, arrête de m'interrompre. Donc pourquoi je vous parle de Fight Club ? Alors parce que bon, on va pas tellement s'intéresser sur l'aspect combat, etc. et de lâcher les pulsions, même si c'est quelque chose d'important quand on voit justement le passé, enfin l'histoire du personnage joué par Edward Norton. Donc pour vous résumer un petit peu l'intrigue. Donc le narrateur qu'on va suivre dans Fight Club, c'est un homme qui ne trouve quasiment pas de satisfaction dans son activité professionnelle et dans sa vie en général, et en fait il rencontre dans un avion un personnage anticonformiste, donc qui est Tyler Durden et qui est interprété par Brad Pitt. Et en fait ces deux-là veulent former un club de combat clandestin et pour justement évacuer ces pulsions et ces regrets de ne pas pouvoir aller et vivre à fond leur vie. Et voilà, et du coup c'est un peu cette libération de la violence où le personnage de Durden devient de plus en plus sombre et entraîne justement le personnage d'Edward Norton encore plus dans le gouffre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect travail, parce que le personnage d'Edward Norton, il est vraiment malmené, c'est-à-dire que il n'est pas respecté dans son travail, il fait une tâche abrutissante, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, et que justement en fait il n'arrive plus à ressentir des choses parce que justement en fait il n'arrive plus à s'exprimer, à laisser sortir ce qu'il retient au fond de lui. Et c'est le personnage donc incarné par Brad Pitt qui va justement réussir à le toucher d'une certaine manière, et justement à le faire évoluer et il le fait évoluer dans le mauvais sens, hein, on le voit tout au long du film, mais il arrive quand même à le toucher et à le sortir de sa routine. Et justement, même il y a une scène très culte du film où le personnage d'Edward Norton s'énerve contre sa boss et justement où il l'insulte, il s'énerve contre elle et ensuite il part. C'est ce que je voulais garder un petit peu ici, c'est cette idée de vraiment le travail. Là, on n'est pas seulement sur comment gérer son temps. On parle vraiment de comment est-ce que le travail vous pourrit le cerveau et comment est-ce que finalement ça vous rend antipathique
et où justement c'est chacun pour sa pomme, et en fait on va pas, même au-delà de ça, il y a plus d'empathie pour les autres. Pareil, là, dites-vous que on peut se dire oui, mais il commence à retrouver des sentiments avec le personnage joué par Brad Pitt, mais pas du tout en fait. C'est de la violence justement, c'est déchaîner sa haine contre l'autre. Il n'y a aucune forme d'empathie là-dedans. Et c'est là où en fait où justement le film il est intéressant, c'est qu'il joue sur cette idée que on va aller chercher ces émotions qui sont extrêmes, ces émotions qui sont fortes et qui sont censées en fait faire ressortir notre côté humain, pour en fait se dire il y a rien de plus animal, rien de plus oui, dangereux et voilà, qui n'est pas sain en fait. Donc cette idée que même si ça fait du bien justement de s'énerver, de laisser sortir ses émotions, ce film il montre bien comment est-ce que le travail le travail corrompt, on va dire, le travail pourrit le cerveau et les émotions de ce personnage, et comment en fait il va réagir de manière corrompue et non naturelle à quelque chose qui peut être sain, dans l'idée où on exprime sa violence pendant 10 minutes, on souffle, etc. On passe à autre chose, alors que là, c'est 139 minutes où c'est de la violence. Et on a envie que d'une seule chose, c'est de finalement blesser les autres et ressentir quelque chose en cognant quelqu'un. Nickel, comme influence ce film. Ouais, non mais c'est intéressant aussi parce que il y a cette idée même de la confrontation finale entre les deux personnages, de Norton et Pete, et que du coup ça va être cette idée que voilà, il y a deux visions de comment extérioriser la violence et comment en fait pouvoir se redonner goût à la vie. Et ça me fait penser à une chanson qui a refait parler d'elle, ou même peut-être en fait elle est récente, je me souviens plus, de Big Flo et Oli sur la chanson, c'est Monsieur Tout le Monde. Oui. Et donc ça raconte l'histoire d'un Monsieur Tout le Monde qui a une routine, etc. et qui contient énormément de violence parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas dans sa vie, que sa femme le trompe, qu'il n'arrive pas au boulot, mais qu'en même temps il essaie d'enseigner de bonnes valeurs à sa fille, et qu'au final il finit par tuer toute sa famille et par se suicider, je crois aussi, pour extérioriser en fait d'une certaine manière cette violence. Enfin, si on veut revenir à ce que tu disais, donc n'en venez pas oui, n'en venez pas aux mains quand même dans votre travail, mais ou à cause de votre travail, mais ouais, c'est sûr que ça provoque des frustrations et une certaine violence en fait. Toutes ces mauvaises choses négatives, on se dit que, surtout dans cette mentalité française, je trouve, de pas dire forcément quand ça va, ou de pas forcément valorifier ou de gratifier au travail, comme on disait, en fait ça peut avoir des conséquences vraiment graves de burn-out ou de pensées très noires, et on mettra le numéro de SOS Suicide, je pense, dans la description et dans le post final. Mais ouais, je pense qu'il y a un vrai besoin d'extérioriser d'une certaine manière, et que comme on n'a pas le temps justement, au bout d'un moment ça peut devenir dangereux. Je parle de cas extrêmes vraiment, mais d'une certaine manière ça peut devenir dangereux, en tout cas si on prend au général de nos sociétés modernes. Ah oui. Et je vais terminer d'ailleurs sur deux choses que je veux dire. Tu parlais de l'influence un peu culturelle de la culture française. Je suis assez d'accord avec toi parce que moi j'ai l'exemple donc de la culture portugaise où il y a un vrai rituel sur le café. Le café, c'est sacré au Portugal parce que c'est un moment où on se réunit, et les Portugais sont pas du tout dans le même truc que les Français. Ils gagnent pour garder pour eux, pour se garder un petit bout de bonheur, etc. pour plus tard. Les Portugais, ils sont dans l'optique de j'ai gagné de l'argent aujourd'hui, je vais le dépenser aujourd'hui au café pour aller voir mes amis, pour passer du temps. Et là, rien que dans la manière de se dire on va profiter, etc. Alors moi c'est beaucoup une idée que j'ai reçue parce que je suis quand même immigrant et du coup je vis pas au Portugal toute l'année, mais c'est quelque chose que je vois beaucoup et avec qui je discute beaucoup, à distance du coup avec ma famille qui est toujours là-bas. C'est cette idée que voilà, c'est les Portugais, et c'est quelque chose qui pour moi est vraiment culturel. Même je peux prendre l'exemple des Brésiliens aussi, où ils ont beaucoup une mentalité, on va dire foda, ça veut dire on s'en fout en fait, c'est pas grave, on prend toujours le bon côté de la vie, etc. Alors il y a différents Brésiliens, hein, ça dépend de où vous êtes dans le Brésil, puis où vous êtes au sud, où vous êtes au nord. Bon, il y a des niveaux de nervosité, et je pense qu'en France c'est un peu pareil. Oui, en vrai, voilà. oui. Parce que nous, on dit la culture française, c'est peut-être plus la culture parisienne, je pense. Déjà, peut-être la culture parisienne, ou peut-être parce qu'on a beaucoup cette culture du bureau. Oui.
Je pense que ça existe partout en France et en vrai ça peut exister partout ailleurs, mais bon, on va prendre la France en tout cas en général. Oui, c'est la culture du bureau en tout cas. Mhm. C'est le fait d'avoir des rapports de force au bureau, que ce soit en tant que patron ou en tant qu'employé. Enfin, c'est différentes mentalités. Il y a moins ce truc de prendre le temps. Il y a plus ce supérieur hiérarchique ou cette division, ce mur, Mhm. où même le patron est dans un autre bureau, quoi. Ouais. Il n'y a plus de discussion, de contact. Rien que dans l'espace, en fait, ça crée quelque chose. Je dis pas que faudrait complètement enlever le truc, mais juste se remettre en question et repenser ça. Et en tout cas, l'exemple de la culture portugaise est très, très intéressant. Enfin, peut-être dans ces pays du Sud, qu'on va parfois en plus considérer comme feignants. Oui. Et en fait, peut-être il y a cette idée de plus prendre le temps. Oui. Parce que je les pense pas forcément moins productifs. En soi, on n'en sait rien, mais je les pense pas forcément moins productifs. Oui, et puis quand tu vois une majorité de la population portugaise, c'est des bons vivants. Dans l'idée, non mais dans l'idée, voilà, ils se dandinent, mais ils vivent bien. Non mais c'est Oui. ça, c'est cette idée-là. Ils Et vivent bon, heureux surtout. ouais, peut-être. c'est ça. Il y a plein de moyens d'extérioriser, ses émotions. Moi, par exemple, je sais que j'écoute du métal, ça aide. Ça peut être bizarre Cliché. de dire que non mais on peut se dire ouais, ça peut être bizarre d'entendre quelqu'un gueuler dans tes oreilles, mais en fait tu gueules avec lui ou elle et C'est la catharsis en fait. ouais, c'est ça. Et c'est cette idée aussi, même, enfin, vous pouvez regarder, il y a plein de reportages comme quoi les gens qui écoutent du métal, c'est les gens les plus adorables. Oui, voilà. j'adore, c'est vraiment des nounours. Alors que tu vois, ils Ils sont tatoués, ils ont une grosse barbe. mais Voilà. ils ont vraiment la mentalité, c'est vraiment trop mignon. Mais voilà, c'est cette idée aussi de comment on réagit au travail et au stress. C'est pas pareil. Et vous allez avoir des personnes qui vont très bien gérer voilà, cette pression au travail, qui vont se trouver motivés, qui vont avoir des gens et un environnement qui en fait qui fonctionne avec ça. Ils vont peut-être avoir ils vont peut-être faire leur vie avec une personne qui est contente, enfin qui est contente, c'est pas ça, mais qui pareil va avoir un emploi du temps chargé et qui vont se recharger dans les moments importants, d'avoir une famille qui comprend. C'est pas, donc voilà, il y a beaucoup de choses aussi qui rentrent en compte là-dedans, pas seulement de ce que vous pouvez faire aussi, mais dans la situation dans laquelle vous évoluez. Mais je vais te voler ton job. Vas-y. Juste pour parler du jour de la marmotte. Alors c'est quoi le jour de la marmotte? Est-ce que vous connaissez Un jour sans fin? Et là j'ai pas de réponse. Avec Bill Murray en 1993. Le film sorti en 1993. Donc c'est l'histoire d'un homme qui est bloqué dans une boucle. On aurait pu prendre un film avec les boucles temporelles. Enfin, je m'attendais à ce que tu prennes. Pas vraiment. Je vais vous. Mais c'était très original et très intéressant. Mais juste pour mon petit plaisir personnel, en fait, cet homme déteste le jour de la marmotte. C'est un journaliste et il tombe, il est bloqué dans ce jour-là. À devoir revivre encore et encore. Et justement, pour extérioriser sa violence, en fait, il va essayer beaucoup de fois de se suicider pour essayer de briser en fait la routine d'une certaine manière, jusqu'au moment où en fait il va se rendre compte que faire les choses qu'il aime, apprendre à jouer du piano, dire à la fille qu'il aime, lui dire en face, et de la bonne manière, montrer qu'elle l'apprécie et que lui l'apprécie. Et en fait, tout se débloque. Et c'est pas changer sa routine en donnant des grands coups comme ça et en changeant du tout au tout. C'est vraiment prendre le temps pour comprendre pourquoi on n'est pas bien, pourquoi réagir comme ça, quel est le meilleur moyen d'extérioriser en fait. Mais voilà, le jour de la marmotte, je trouvais ça très drôle et j'avais très envie de te piquer ton job, comme d'habitude. C'est une très belle morale. Donc, mais nous allons clôturer ce podcast. Donc merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Nous nous retrouvons tous les 24 et n'oubliez pas, la philosophie ne nous apporte pas une vérité universelle, mais bien des réflexions qui s'entremêlent autour d'elle. Merci de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et ne vous faites pas de burn-out s'il vous plaît, et on vous mettra tous les numéros et tous les sites et références dont vous avez besoin. Digression conseil, bonjour. Oui, alors. À bientôt sur Digression.